Bonjour, je m'appelle Kevin Pichette. Je suis présentement à la fin de ma 4e année au baccalauréat en enseignement de la musique. Tout d'abord, je vais vous parler des captures d'écran avec l'arborescence de mes fichiers. Au début de la session, mes fichiers étaient vraiment pêle-mêle, c'était compliqué de m'y retrouver. C'est-à-dire que à une place, je retrouvais par exemple le premier cycle, un peu plus loin c'était le deuxième, secondaire, bref, tout était mélangé, c'était difficile de m'y retrouver. Au milieu de la session, et plus la session avançait finalement, j'ai élaboré l'arborescence de mes fichiers avec des subdivisions qui pour moi étaient claires, faciles, simples et efficaces. Ensuite, l'écriture et la notation musicale. Pour moi, je prends le logiciel Finale parce que durant ma session de 2013, j'ai un cours d'édition musicale qui me montre comment fonctionne le logiciel. Puis, j'avais déjà édité des partitions avec ce logiciel-là lors de mon stage 4. Durant le cours, j'ai eu à me familiariser avec MuseScore pour l'écriture de partitions, l'insertion de doigté, mais sans plus. Ce que je retiens depuis le début du cours, c'est vraiment espacer lorsqu'on écrit des partitions, les porter. Laisser une marge à gauche pour la perforation des trous lorsqu'on va le mettre dans notre cartable et dans celui des élèves, d'écrire le nom du compositeur et de s'assurer que tout est en noir et blanc parce que les couleurs souvent sortent mal au photocopieur. Petite pensée, une petite réflexion personnelle, selon moi, il vaut mieux passer plusieurs minutes pour retranscrire une partition ou d'en créer une que d'être obligé de demander aux élèves de corriger la partition à la main. Par la suite, dans le cadre du cours, on a parlé des sons MIDI. Les sons MIDI varient vraiment selon la carte de son d'un ordinateur à l'autre. De plus, la qualité sonore est souvent médiocre. Elle est un peu plus faible que les autres types de sons auxquels on a accès. Cependant, c'est quelque chose qui est facile d'utilisation puis facile d'accès. Donc, pour une économie de temps ou lorsqu'on est pressé, le son MIDI peut faire amplement le travail. De plus, c'est également un fichier qui prend peu de place sur l'ordinateur. Par la suite, il y a les sons Wave et les sons MP3. Les sons Wave, c'est vraiment les fichiers qui vont être lourds lorsque nous allons l'enregistrer sur notre ordinateur. Cependant, la qualité sonore, elle est excellente. Il n'y a pas de son qui est perdu. Le fichier MP3, quant à lui, c'est un fichier qui est beaucoup plus léger lorsque nous l'enregistrons sur notre ordinateur, étant donné que la qualité sonore, elle est moindre. Donc, on perd certaines choses de notre enregistrement. Cependant, c'est amplement suffisant pour ce que nous avons à faire dans le cadre de nos fonctions, surtout à l'école primaire. Ensuite, la composition et l'accompagnement musical. La composition, souvent, il faut que la mélodie soit entraînante pour nos élèves et elle soit adaptée au niveau de ceux-ci. De plus, les instruments et les accessoires doivent être accessibles, c'est-à-dire que si on écrit une partition, il faut qu'on ait les instruments que nous avons écrits dans notre partition. L'accompagnement, on essaie d'avoir des sons qui ne sont pas en son MIDI, bien entendu, et de les enregistrer en format MP3. La capture vidéo, il faut établir clairement notre concept à enseigner avant de passer à faire l'enregistrement de notre vidéo. Ensuite, on doit éviter les tics verbaux et avoir un débit de voix correct, c'est-à-dire pas trop vite, pas trop lent. On doit être clair et concis et être en mesure de convertir la vidéo. Moi, lors du cours de pédagogie informatique musicale, j'ai eu beaucoup de problèmes à convertir la vidéo. J'ai passé quelques heures avec l'enseignante pour finalement trouver la solution afin de remettre le travail. Ensuite, élaborer une page pédagogique ou un site web finalement. Il faut que notre site web soit découpé en sections et que les déplacements soient efficaces et simples. C'est-à-dire qu'on ne soit pas toujours obligé de retourner au menu principal pour aller sur une nouvelle page. De plus, ça doit être adapté selon l'âge des enfants. Nos hyperliens, on doit être capable de changer les noms, question que ce ne soit pas seulement une adresse internet qui dit absolument rien à l'élève. Et notre site finalement doit être intéressant, dynamique et susciter l'intérêt afin que l'élève veuille retourner sur le site et continuer d'apprendre à l'aide de notre site web à nous. Le TNI, c'est une source d'activité qui permet l'interactivité entre l'élève, l'enseignant et finalement le tableau numérique. L'activité doit être concise et aérée et elle doit être adaptée à l'élève ou à la classe à qui nous enseignons. Ensuite, il faut s'assurer que les élèves
atteigne les éléments que nous demandons. C'est-à-dire, s'il doit déplacer des éléments dans une case, ils doivent être capables de toucher l'élément et de le déplacer au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on ait un tabouret et préalablement avoir établi des consignes de sécurité. La gestion de classe avec les tics. 1001 façons de le faire. J'en ai énuméré ici quelques-uns. On peut avoir un agenda, Shazam pour trouver des pièces que nous avons besoin, des vidéos à montrer aux enfants. Ça peut nous servir de renforçateur, de récompense ou tout simplement des aides visuelles qui nous permettent de supporter notre enseignement, c'est-à-dire par exemple projeter la partition, faire des annotations dessus, ou des blocs-notes qu'on peut utiliser dans la classe. Voici maintenant les limites que je considère des TIC. D'une part, l'accessibilité aux TIC. Ce n'est pas toutes les écoles qui ont accès à des laboratoires d'informatique. Souvent, c'est par cause de l'argent, donc la direction ne veut pas nécessairement investir là-dedans. Et les ressources sont quasi limitées. Par conséquent, il faut exercer notre jugement. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement vrai ce qui est écrit sur les sites Internet et on doit s'assurer que nous transmettons à nos élèves soit correct et soit véridique. Maintenant, les liens avec le programme de formation de l'École québécoise, c'est vraiment nos 3 compétences. On peut, dans la création, l'appréciation et l'interprétation, utiliser les TIC pour supporter notre enseignement ou tout simplement pour diversifier notre enseignement. On peut également faire un lien avec les domaines généraux de formation, les DGF, soit l'environnement et consommation et les médias. Par la suite, les TIC nous aident vraiment dans la communication. En effet, le logiciel Skype nous permet de prendre rendez-vous si on veut avec quelqu'un et de discuter avec lui en étant chez nous et lui-même chez eux. Par la suite, on peut faire un partage d'écran pour montrer ce que nous voulons à notre collègue. Il y a également Facebook ou des courriels pour communiquer avec un autre enseignant, un ami ou tout simplement avec un parent. Et lors du cours, j'ai eu un problème, moi, avec Dropbox et j'ai dû communiquer avec l'enseignante par Facebook et par courriel afin de corriger le problème ou du moins prendre entente avec. Ensuite, les réseaux d'échange. Au cours de la session, je me suis réseauté où je faisais déjà partie de certains groupes. En voici la liste. D'une part, sur Facebook, j'ai fait partie du groupe Professeurs de musique du Québec, le groupe de planification à l'enseignement, c'est-à-dire des gens qui ont étudié à l'Université Laval qui se sont réseautés. Ensuite, je fais partie du groupe Muse 1511, pédagogie informatique musicale, et de la cohorte la plus haute, c'est-à-dire les gens avec qui j'ai étudié pour se transmettre des trucs ou tout simplement ne pas se perdre de vue. Ensuite, d'autres sites de réseau, je trouve que Skype, Dropbox et Google Drive permettent vraiment d'échanges de documents et de communication efficace avec d'autres personnes. Ensuite, il y a les TIC dans la pédagogie et la didactique. Les TIC permettent de développer vraiment la curiosité et l'ouverture sur le monde chez nos élèves. On peut l'utiliser dans nos planifications à court terme ou à long terme, dans la création des exercices, dans nos évaluations, dans les messages ou dans les notes qu'on veut passer aux parents, aux enseignants ou aux élèves, dans des accompagnements musicaux, etc. Voici maintenant un exemple d'opération professionnelle simplifiée à l'aide des TIC. Lors de mon stage 4, je devais communiquer avec un parent, mais il ne répondait jamais et il n'avait pas de répondeur. Donc, j'ai envoyé un courriel pour faire part de la situation aux parents et prendre un rendez-vous pour un appel téléphonique. Parce que selon moi, même si le courriel me facilitait la tâche pour communiquer avec le parent, rien ne va remplacer un appel ou tout simplement de la rencontre entre le parent et l'enseignant. Dans le cadre du travail, on me demandait de donner un exemple que j'ai fait avec les élèves et les TIC. Cependant, j'en ai aucun. Les raisons sont simples. J'ai jamais eu d'accès au laboratoire informatique de TNI. Par la suite, le développement professionnel avec les classes virtuelles. Les avantages de ça, c'est que c'est enregistré, donc on peut le réécouter en différé ou tout simplement prendre certaines parties et le réécouter afin de mieux clarifier nos apprentissages. On peut poser nos questions directement à l'enseignante ou à l'enseignant et
elle peut nous répondre, mais ça peut être également d'autres élèves, d'autres étudiants qui nous répondent, et cela ne nécessite aucun déplacement. Les inconvénients, souvent on a des problèmes de connexion, des problèmes d'équipement, et on doit bien connaître les plateformes, les logiciels que nous utilisons. Finalement, personnellement, au début de la session, j'utilisais l'éthique de façon plutôt personnelle et légèrement professionnelle. Et à la fin de la session, je peux dire que je suis rendu vraiment avec une utilisation professionnelle et de plus en plus pédagogique